Le 1, Zadig, des revues formidables et Légende. Éric Fotorino nous gâte ce mois-ci. Voici le nouveau numéro de Légende, Éric. Et c'est le général qui a le droit aux honneurs, et j'allais presque dire figure cardinale de la vie politique contemporaine française. Oui, surtout en ce moment, on entre en France dans une période de campagne et pas un candidat ne se réclame pas du général de Gaulle. Oui. Et donc on a eu envie effectivement de se repencher sur cette figure assez incroyable qui a dirigé la France, mais avant qui était arrivé dans notre histoire précisément par l'histoire, par l'homme providentiel, celui qui tout d'un coup allait nous sauver. C'est-à-dire qu'au fond, vous vous dites, voilà le vrai général, le vrai de Gaulle. C'est-à-dire, au fond, voilà, la vérité, elle est là, elle n'est pas dans ceux qui s'en revendiquent. Non, c'est lui. Mais c'est lui avec, à titre très singulier, c'est que on est exactement 60 ans après ce grand changement constitutionnel de 1962, consécutif à l'attentat du Petit Clamart. Vous vous souvenez, les anciens de l'OAS, Bastien Thierry, qui veulent le tuer, ça a failli marcher. Et après, 15 jours après, il décide que le président sera élu au suffrage universel direct, ce qui n'était pas le cas jusque-là. C'était des grands électeurs. Et donc, le vote que les Français vont accomplir dans quelques mois, il est complètement issu de ce qui s'est passé il y a 60 ans au Petit Clamart. Oui, mais alors, il dirait quoi, le général? Alors que tout le monde se réclame de lui, alors que les idées sont complètement à l'opposé les unes des autres, souvent. Alors, c'est difficile pour moi de faire parler de Gaulle. En revanche, l'analyse que je peux faire et que font certains auteurs de ce numéro de Légende, c'est qu'en fait, il y a chez les Français et bien sûr chez les dirigeants et ceux qui voudraient diriger le pays, une nostalgie de la grandeur. L'idée que la France était un grand pays, une grande puissance qui s'est assis à la table des vainqueurs en 1945 et qui a été un des pays les plus puissants, la 5e, 6e puissance mondiale, et a pu marquer son indépendance au milieu du concert des géants, c'est-à-dire des États-Unis, de l'Union soviétique, de la Chine, etc. Donc retrouver ça. Oui, alors Emmanuel Macron, président de la République, peut-être candidat bientôt, écrit dans votre numéro, dans Légende. Oui, on lui a proposé d'écrire en S-qualité, non pas comme futur peut-être candidat, mais S-qualité, successeur lointain du général de Gaulle, quel était son de Gaulle à lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'arrête sur les deux discours de Bayeux de 1946, l'un pour dire la France s'est libérée, pas toute seule, mais elle a contribué à la libération. Et le deuxième, c'est la vision qu'a de Gaulle des institutions, c'est-à-dire rejeter violemment le régime parlementaire et souhaiter, sinon un régime présidentiel, mais en tout cas un exécutif fort. Oui, l'esprit de la nation, c'est le titre du chapitre que Emmanuel Macron consacre donc au général dans Légende. Il est nationaliste, le général ? Forcément, c'est-à-dire que... Alors, on a fait quelquefois la distinction entre patriotisme et nationalisme. Patriotisme, c'est aimer les siens, nationalisme, c'est haïr les autres. Alors, évidemment, il n'est pas nationaliste au sens de haïr les autres, comme certains de l'extrême droite, et encore aujourd'hui dans les discours de Zemmour, etc. Mais c'est vrai que pour le général de Gaulle, la nation s'incarne dans un peuple, et il veut construire une relation directe avec cette nation représentée, incarnée par les Français. Oui, mais le mot souveraineté est aussi employé dans Légende. Bien sûr. Il incarne la souveraineté. Oui. C'est encore un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Mais oui, la souveraineté nationale, que certains font un peu glisser en disant souverainisme, qui est une sorte qui est un peu l'excès de la souveraineté. Un courant à droite de l'échiquier politique. Absolument, mais aussi on pourrait dire que des gens comme Jean-Pierre Chevènement ou Jean-Luc Mélenchon participent ou soutiennent ce souverainisme. Mais pour le général de Gaulle, la souveraineté, elle est pour lui la manière de justifier que les partis n'existent pas, les comités théodules, les corps intermédiaires. Pour lui, c'est la relation directe entre un chef de l'État et le peuple souverain. Alors, François-Olivier Gisbert écrit, dans Légende, il dit, alors je le cite, « C'est un original très paradoxal ». Oui. Alors, on se dit, c'est pas clair le gaullisme, Éric. On comprend que tout le monde puisse s'en revendiquer. Oui, alors c'est vrai que, c'est-à-dire que quand Gisbert utilise cette formule, c'est qu'il montre en fait que de Gaulle aimait beaucoup provoquer son entourage, tester des idées quelquefois qui surprenaient les siens pour justement voir comment ça réagissait. Mais le paradoxe de Gaulle, c'est son arrivée au pouvoir en 58, c'est-à-dire que on pense que ce sont les ultra-Algérie françaises qui en ont fait leur pion et qu'il est leur instrument, et finalement c'est lui qu'il va
il va les instrumentaliser pour finalement être celui qui va acter la décolonisation, la fin de l'Empire avec l'Algérie et les pays d'Afrique noire. Oui, une relation presque je t'aime moi non plus avec la France et les Français. Il y a la chienlit de mai 68, il y a des photos qu'on n'avait jamais vues dans Légende. Oui, pour nous, c'est très important d'avoir une iconographie qui est vraiment... On passe beaucoup de temps pour chercher ces photos. Et c'est aussi, si vous voulez, l'aventure industrielle. Parce que pour lui, l'indépendance au plan externe, elle est assise par une force, une puissance économique interne. Et donc, il va avoir à cœur de maîtriser l'espace et le temps. L'espace, c'est l'aménagement du territoire, la data, et le temps, c'est le plan, l'ardente obligation. Et là, il va vouloir construire des champions industriels, il va vouloir évidemment l'indépendance nucléaire, et puis aussi les grands travaux, les grandes usines marémotrices, la Rance, les grandes centrales nucléaires, etc., le nucléaire civil, j'entends. Voilà, donc tout ça, c'est cette puissance, ce socle de puissance réparti sur le territoire, au service d'une influence internationale. Oui, alors il y a tous les aspects du général, notamment, c'est moins connu, enfin on le sait, mais on en parle moins, l'écriture. Alors là, c'est Laurent Geoffrin, qui parle finalement d'un De Gaulle méconnu, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'amour des mots. Oui, c'est-à-dire, vous voyez, Churchill a été prix Nobel de littérature. On aurait pu tout à fait imaginer que De Gaulle le soit pour ses mémoires de guerre. Parce que ses mémoires de guerre, c'est ce qu'il a écrit quand il ne pouvait plus vivre comme quelqu'un qui voulait diriger. C'est-à-dire c'est sur la traversée du désert. Et il écrit, il a une formation classique, c'est Chateaubriand, c'est Péguy, c'est le 19e siècle. Et donc c'est vrai que c'est une écriture, évidemment, peut-être qu'on n'en fait plus aujourd'hui, mais il a le sens des mots, de la cadence et une forme de poésie au milieu de récits militaires et guerriers. Ça dépasse tout. Alors il y a évidemment tous ceux qui ont écrit sur le général. On trouve des extraits dans Légende. Bien sûr, Bernanos, il y a Aron, Mauriac. Il y a Bernanos, Mauriac, évidemment Malraux. Oui, et puis on revient. Oui, et d'ailleurs, Malraux dit ceux qui ont eu affaire avec l'histoire ont eu affaire avec la haine. Et donc, on voit bien aussi comment De Gaulle a pu être détesté à proportion de ce qu'il avait aussi apporté au pays. Oui, l'archétype du héros politique. Oui. C'est ça, le général. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui va droit et qui ne se fait pas prier. C'est-à-dire que si on veut plus de lui, il s'en va. Oui. En 46, d'ailleurs. En 46, il a claqué la porte parce qu'il a vu que c'était le régime des partis de la 4e qui revenait, finalement. Il a laissé tout ça pourrir, traverser du désert, peut-être qu'on ne le rappellerait pas. Et il crée les conditions, d'une certaine manière, avec l'Algérie, pour qu'on le rappelle. Mais quand en 69, après donc la crise de mai 68, il décide ce référendum sur la réforme du Sénat et des régions, il dit que si c'est pas un oui, il partira. Eh bien, le oui ne l'emporte pas. Il dit, je cesse d'exercer mes fonctions à midi et c'est fini. Oui. Regardez, je vous montre ça bas parce que regardez comme c'est des photos. On voit le général avec le clap de la télévision. Il a une relation absolument incroyable avec la télévision. Il apprenait Voici donc là le général. Voilà, vous voyez avec le clap. Ça, c'est un homme. Voilà, ici, il est à l'écran. C'est quelqu'un qui captive la lucarne télévisuelle. Oui, c'est drôle que vous disiez captive parce qu'il captive et il capture. C'est-à-dire, il nous capture. Dès qu'on le regarde, on est aimanté. Il faut savoir qu'il apprenait ses discours. Et donc, c'est vrai qu'il y avait un côté presque comédien, comme de la comédie ses française. punchlines, comme on dirait maintenant. Exactement. Et pour lui, là, il n'y avait pas d'improvisation. Et il était capable, ce que Mitterrand n'a pas su faire pendant très longtemps, il a appris. Mais De Gaulle avait su apprivoiser l'étrange lucarne et la caméra. Oui, alors, extraordinaire. L'arme du dessin. Voilà. Bien sûr. Et Sois jeune et tais-toi. Et on voit, évidemment, ça, c'est légendaire, c'est le cas de le dire. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle un portfolio assez inouï de l'atelier des Beaux-Arts avec les étudiants en mai 68, avec Gérard Fromanger, qui vont alimenter en affiches tout Paris. On verra ces affiches collées. Ils en font tous les jours, ils en font des dizaines et des dizaines. Et ça va rester une sorte d'historiographie du général dans la tourmente, dans la tempête, pendant que les étudiants manifestent. Alors, il est là, il est présent. Un jour, il est mort. On voit des images, on découvre à la une, De Gaulle est mort. C'est ça. Comme dirait Pompidou, la France est orpheline. Oui, c'est ça. Les gens, même d'une certaine manière, les gens n'y croient pas. Et c'est vrai, Michel Vinocq, c'est très touchant parce que Michel Vinocq, historien de gauche, qui a toujours dit non au référendum de Gaulle, il dit finalement, il nous avait grandi. Et ça, c'est une très belle phrase, parce que même s'il n'a pas été du tout de son côté, il a respecté, il s'est retrouvé sur les Champs-Élysées à aller défiler, à aller rendre un dernier hommage. Ils ont déposé une rose
une rose, Oui. sous l'Arc de Triomphe, tous ces manifestants pour De Gaulle le jour de sa mort. Est-ce que être gaulliste, et le général l'était, évidemment, est-ce que le général était gaulliste jusqu'au bout? C'est-à-dire que c'est une question. non, c'est une question parce qu'il était gaullien, c'est-à-dire Oui. qu'il avait une geste gaulienne, une sorte de, non pas d'emphase, mais de ce côté, ce grand bonhomme qui pensait que la France était plus grande qu'elle n'était. Mais gaulliste, je pense que non, parce que dans la mesure où il n'était pas dans les ismes, il voulait pas faire partie d'un Ouais. groupe, il voulait être celui qui incarne quelque chose Une d'autre. incarnation physique et humaine. Voilà. Et regardez, la France libre, par exemple, il considérait qu'il était la France. Le 18 juin 40, un discours que très peu de gens finalement ont entendu en réalité. Oui. Eh ben, il en a fait une mythologie année après année, il l'a rappelé. Donc, je ne sais pas s'il était gaulliste, il était plus Oui. gaullien que gaulliste. Petite finalement. parenthèse, il considérait Vichy comme un organisme, c'est les mots C'est ça, qu'il emploie, il que vous reconnaissait citez, pas du un tout. organisme illégitime qui ne Illégitime. représente pas la France. Voilà, il considère qu'à ce moment-là, il y a une collaboration avec l'ennemi, incarnée par Pétain, et donc la France... Et une soumission. finalement, une soumission. Et donc pour lui, la France ne peut être que la France libre, d'où Londres. Et d'ailleurs, Churchill dira, la croix la plus lourde que j'ai eu à porter, c'est la croix de Lorraine. Oui, oui. Alors le général avait des défauts, Bien sûr, beaucoup. des qualités humaines. On voit des photos avec sa petite fille, sa fille handicapée. Bien sûr, bien mais sûr. en même temps, des défauts. Ces défauts, ça a été, d'une part, si on reste sur le plan politique, d'être assez peu sensible à la représentation des autres, à l'opposition, au parti, tout Oui. ça, l'intendance. À la jeunesse aussi. Qu'il ne La pouvait jeunesse pas, en qu'il ne pouvait pas 68, comprendre. évidemment, c'est une sorte de raideur, de ne pas vouloir entendre. Raideur militaire, un petit C'était peu. la militaire. Voilà, Ouais. il y avait le côté du militaire, c'était aussi les défauts de ses qualités. Oui. Vous direz que c'est un général qui dirigeait la France. C'était un général. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand René Coty l'appelle en 58, il arrive en civil. Il veut montrer que précisément, il n'y a pas une sorte d'odeur de poudre, de bottes et de putschisme qui l'accompagne, alors que bien sûr, le 13 mai 58 à Alger, il ne l'a pas voulu, mais il l'a tout à fait suivi, accompagné, et d'une certaine manière, il s'en est servi. Oui, le numéro précédent, celui-là, était consacré à Brigitte Bardot, dont le général, l'accueillant à l'Élysée, et Elle elle était en arrivant... brandebourg, une veste en brandebourg, et il a dit, tiens, un militaire. Voilà, il était content de voir Brigitte Bardot et dire était un très heureux. militaire à l'Élysée. Et elle était très heureuse de voir le général. Oui, une image de la France, une certaine image de la France, le général, encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. D'une c'est- France qui peut-être n'existe plus. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez, De Gaulle, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au pouvoir pendant ces 10 ans jusqu'en 68-69, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le discours de Phnom Penh. Donc il va dire aux Américains, votre guerre du Vietnam, c'est intolérable. Il va reconnaître la Chine de Mao. Il va décider la puissance nucléaire. Il va dire vive le Québec libre. Il aura des foules en Asie, en Amérique latine qui l'adulent. Et donc il est plus grand que la France. Et c'est ça qui fait que finalement il y a une nostalgie gaulienne aujourd'hui. Oui, application du 1. Oui. Alors ça, c'est formidable. On peut, avec cette application, retrouver le magazine. Voilà, donc notre hebdomadaire Le 1, donc Oui. à côté de Légende. Maintenant, vous pouvez le trouver où vous êtes dans le monde, vous chargez l'appli et vous pouvez avoir en temps réel tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a fait depuis presque 8 ans. Et alors, une pièce qui triomphe, c'est La pêche du jour, au Ouais, théâtre du on peut dire Rond-Point, ça comme avec ça. Jacques Weber, Oui. et mise en scène par Jean-Michel Ribes, C'est ça. adapté de votre livre, Voilà. Éric Fotorino, et qui a du succès, et qui est prolongé encore. Oui, jusqu'au mois de mars. Alors, c'est une lecture interprétée par Jacques Weber, Lola Blanchard, sur un texte La pêche du jour qui est très dur. C'est sur le sort des migrants, notre indifférence. C'est un pêcheur à Lesbos qui pêche des migrants et une femme qui est peut-être une cliente. Et à travers ça, j'ai voulu essayer de dénoncer notre cynisme, notre indifférence, ces gens qui meurent en Méditerranée, dans la Manche. Mais vous savez, on meurt aussi dans le désert d'Atacama. C'est une nouvelle qui est en train Oui. d'être traduite partout en Europe et aussi en Amérique du Sud, parce que ce que des gens en Amérique latine vivent, ils se sont reconnus dans ce texte sur la Méditerranée. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que tous ceux qui jouent le font bénévolement, Bien sûr. y C'est pour compris d'ailleurs Jacques Weber, y compris Jean-Michel absolument. Il Ribes? n'y a aucun droit d'auteur, aucun Personne ne cachet. gagne rien à jouer C'est- cette pièce. Tout est pour SOS Méditerranée. Ils sont là d'ailleurs tous les soirs au rond-point quand on joue. Quand ils jouent, moi je ne joue pas, je suis là. Et tout ça, c'est pour dire que on peut pas continuer ces discours de cynisme que portent par exemple Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Mais c'est-à-dire, il y a un devoir d'humanité. Et ce devoir d'humanité, on est en train de le perdre et on s'habitue à des choses intolérables. Merci, Éric Fotorino. Regardez,
J'allais presque dire, il est là, avec C'est la l'effet de la cinquième, victoire. les bras. Voilà, Hein, c'est il la finira cinquième. toujours par gagner. C'est le général à la une de Légende. C'est un numéro collector. C'est absolument magnifique. Vous voyez, grand Merci format, beaucoup. à conserver, à regarder. C'est fascinant, des photos jamais vues. Merci Eric Fotorino d'avoir Merci été avec Patrick, nous. merci beaucoup.